Salut à tous, vous écoutez Envergure, voici notre format spécial Victor Wembanyama, un joueur exceptionnel, podcast exceptionnel, une fois par mois, vous avez l'habitude maintenant. On suit la progression du meilleur prospect français de l'histoire, et oui, avec un maximum de précision, ça c'est notre patte, la patte Envergure, maximum de détails, et puis on parle aussi quand même de ceux qui seront de sa classe de draft, de sa génération en quelque sorte, parce que la draft 2023, c'est Victor et les autres. Le père aimait Hugo. Il prénomma Victor, ce fils dont le destin défraya les gazettes. Avec pour ce troisième épisode, Ben, comment vas-tu ? Ça va très bien, toi ? Ça va très bien, je suis en pleine forme, mois de décembre, mercredi 7 décembre d'ailleurs pour l'enregistrement. On le note, mercredi 7 décembre, il est de retour pour l'épisode 3 de Victor et les autres. FD, comment vas-tu ? Ça va, très bien. Merci de l'invitation. Toujours un plaisir. En plus, c'est plus une invitation. Ben, c'est la première fois. C'est plus une invitation quand t'es membre Envergure. C'est plus invité là. Ah mais là avec Ben, je suis un peu intimidé, je te cache. Ah d'accord. On a pris ton rendez-vous pour le tatouage Envergure FD. Ah bah oui, j'ai hâte. J'ai pas encore choisi où, mais. Ouais, c'est un tatouage avec Trey Burke. Sur le biceps. on va choisir pour toi, FD. Alors, on connaît le principe. D'abord, Victor, on parle des news rapidement, puis on va se concentrer sur un aspect de son jeu. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le handle, donc la dextérité, le dribble. Notre deuxième partie, on parle des autres. Donc ce soir, la sensation de ce début de saison NCAA, j'ai nommé Brandon Miller. Et puis la troisième partie, c'est en anglais toujours. Et c'est avec un invité, même s'il est français ce coup-ci, Pascal Gibernet. Il a eu la chance de passer une journée avec Victor pour écrire l'article qui est consacré à Wembanyama dans le magazine américain Slam. Victor Wembanyama, his arms are so long. Alors les amis, on est heureux, on est parti. On commence avec l'actu de Victor Wembanyama. Ça faisait longtemps que Victor et que les Mets n'avaient pas perdu un match. Ça a été fait lors de la dernière journée de championnat à Roanne, donc à la Al-Vacheresse, si je ne dis pas de bêtises, contre la Chorale. FD, tu as vu le match. Qu'est-ce qui est intéressant de noter donc, chez Victor Victor en difficulté, d'habitude on le voyait gagner. Alors là, Victor qui prend 30 points, je crois, dans la gueule, qu'est-ce que ça donne ? Ouais, Victor qui prend 30 points dans la gueule, Victor qui avait l'air physiquement un peu amoindri. Il y avait quelques bruits de couloir qui disaient qu'il était malade. En tout cas, voilà, il a pris 2 fautes rapidement au premier quart-temps, une troisième au deuxième quart-temps. Un peu moins... il avait l'air un peu moins concerné en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il a fait un très bon début de troisième. Il a repris un peu les choses en main avec une production qui était vraiment mieux. Et puis ensuite, voilà, le plan anti-Wembanyama de Jean-Denis Choulet qui a bien fonctionné. Et puis voilà, l'éclat, un peu d'adresse du côté de Roanne. Et à partir de ce moment-là, c'était compliqué pour les Mets de revenir. Mais ouais, sûrement le match le plus compliqué pour l'instant de Wembanyama cette saison. Pas en réussite avec son tir, mais ça, on avait déjà vu d'autres matchs où il n'était pas en réussite avec son tir, mais il avait notable, enfin il avait pu peser sur le match, mais là, vraiment physiquement un petit peu moins bien, ce qui fait que notamment en défense, c'était moins impressionnant que d'habitude. Ben, qu'est-ce qui t'a marqué, toi, dans les performances récentes de Victor Wembanyama, donc notre dernier podcast datant de début novembre? Le dernier match que j'ai regardé, c'était contre Fos-sur-Mer la semaine dernière. Et honnêtement, les performances se sont suivies au niveau du mois de novembre et se sont ressemblées un peu. Une trentaine de points, une dizaine de rebonds, une commande du jeu qui est à peu près absolue, une capacité à se rendre au cercle, à naviguer dans le trafic qui grandit de match en match, une confiance qui grandit de match en match aussi. C'est fade away à une jambe du baseline, qui est à peu près un des lancers les plus difficiles à réussir au basket, qui rentre de mieux en mieux. Je trouve que dans ses dernières performances, il joue un peu comme un joueur de 2K qui aurait été inventé, qu'on aurait mis de l'argent dessus. Si les gens qui jouent à 2K savent de quoi je parle,
on fait un joueur en mode My Player, on met 20 ou 30 dollars dessus, puis on domine. C'est un peu à ça que j'ai pensé en regardant Victor Wembanyama jouer. Je trouve que la chose qui me fait peur présentement à partir de maintenant, j'ai pas regardé Rohan, mais je vais regarder après ce podcast, puis ça m'intéresse de le voir dans une cause perdante, mais j'ai juste peur qu'on se mette à suranalyser Victor à partir de maintenant, puis à faire des montagnes à partir de problèmes qui vont se corriger eux-mêmes. Ouais. C'est le risque. Alors, on va essayer de pas tomber dedans dans ce podcast, mais le but, c'est quand même de l'analyser. Précisément, je voulais juste revenir hors antenne, comme on dit à la radio. Avant d'enregistrer, de commencer à enregistrer, on discutait et tu me disais que toi, agent, Victor ne jouerait plus de la saison. C'est ça que tu m'as dit, en gros. Ouais, ben, C'était le conseil de Victor Wembanyama. 100% parce que côté draft, côté chose à gagner pour Victor Wembanyama, avec ce qui est démontré là, c'est fait. Le numéro 1, c'est à lui. Le numéro 1, c'est à lui de le perdre. Puis il va seulement le perdre avec une blessure majeure. C'est quelque chose qui se produit cette année. Présentement, ce qu'il fait, selon moi, c'est une tournée promotionnelle pour mousser sa carrière NBA. Puis je crois qu'il y a eu des intérêts qui sont beaucoup plus gros que son agent et que son club là-dedans. Je crois que la NBA essaie de l'entourer, de le chouchouter pour en faire un des prochains visages de la ligue. Parce que s'il arrêtait de jouer demain matin, il se concentrerait sur la draft. Il n'y a pas une équipe qui y penserait 2 fois avant de le drafter premier. FD, t'en penses quoi de cette hot take qui n'est peut-être pas si hot? Je pense qu'on est même surpris de toujours le voir sur le terrain aujourd'hui. En début de saison, quand il avait signé aux Mets, je pense qu'on se disait tous que voilà, il allait jouer 5-6 matchs et puis qu'il allait être arrêté au mois de novembre. Le voir toujours jouer autant, puisque hier, il faut quand même dire qu'ils prennent 30 points contre Rouen, mais il est toujours sur le terrain au 4e quart-temps. Voilà, j'ai pas l'impression qu'il y a une entreprise de conservation de Victor Wembanyama outre mesure, ce qui est vraiment surprenant pour le coup. Je suis agréablement surpris puisque ça met quand même de la lumière sur le championnat français, sur nos autres joueurs, que ce soit des jeunes joueurs ou des joueurs plus expérimentés, mais ça donne de l'audience, ça donne du monde dans les salles, et puis du côté du basket français, c'est positif. Si Victor peut faire ça sans mettre en péril son avenir, c'est tout bénéfique. Ouais. Et après, bon, c'est ce que je te répondais, Ben, mais je vais le redire. Il y a quand même le côté être le leader d'une équipe, ce qu'il n'a pas beaucoup été dans le monde pro, et qu'il est en train d'expérimenter maintenant. Messieurs, on passe à la précision, j'allais dire. J'ai dit qu'on allait traiter ce soir le thème du handle, de la dextérité, du dribble de Victor. Alors, où on en est de sa progression là-dessus, c'est pas un de ses grands points forts, évidemment. Qu'est-ce qu'il sait faire, qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? Je commence avec toi, FD. Alors déjà, je l'avais déjà dit pour la défense la dernière fois, le dribble à sa taille, c'est déjà du bonus. C'est pas quelque chose qu'on peut attendre légitimement d'un prospect normal. Mais comme voilà, là je pense que c'est assez clair pour tout le monde, c'est le troisième épisode de la série. Victor n'est pas un prospect normal, on ne peut pas. Voilà, on a des attentes démesurées par rapport à lui. Mais il faut quand même garder en tête que dribbler pour quelqu'un qui est plus de 2m23, aussi long soient ses bras, c'est pas forcément quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose pas forcément quelque chose qui peut être fait à un très haut niveau. Tout simplement parce que voilà, la balle est en l'air beaucoup plus longtemps, que voilà, malgré ses capacités physiques, il a quand même un centre de gravité qui est quand même assez haut, et donc forcément la balle reste en l'air pendant longtemps pendant ses dribbles. Donc ça, c'est déjà un point de vulnérabilité dont il faut parler au début. Ce qui fait que face à une grosse pression, son dribble est en difficulté. Il y a beaucoup de situations où il se retrouve face à des gardes après un switch sur des écrans, et c'est là où il a le plus de difficulté à les battre par le dribble, parce qu'ils sont capables de défendre très proche de lui et de lui mettre la pression, et il est à ce moment-là obligé de reculer. Mais il faut quand même
parler de sa qualité, de dextérité qui lui permet surtout, sur des side steps, sur des mouvements à un seul dribble où il va pouvoir se décaler avec une très longue envergure, de créer un décalage qui est important. Mais sur les enchaînements de dribbles, sur les moments où il va devoir poser la balle pendant plusieurs fois d'affilée face à une pression, c'est des situations où pour l'instant il n'est pas encore tout à fait à l'aise. Ben, qu'est-ce que tu peux ajouter sur ce diagnostic du dribble de Victor Wembanyama? Et je vais mettre en contexte un petit peu, qu'est-ce qu'il devra savoir faire en NBA pour être le leader d'une grosse équipe qu'il ne sait pas encore faire? C'était très complet comme analyse de FD. Je rajouterais peut-être que j'aime beaucoup ses changements de direction, son dribble avec ses changements de direction, surtout lorsqu'il se va dos au panier, il se met à protéger le ballon et là, il va attendre la prise à deux, il va être capable de passer entre deux joueurs. Ça, j'apprécie beaucoup ça chez lui. Je crois que c'est une bonne utilisation de son physique et une bonne, un bon travail à l'intérieur de ses limites. Fait que ça, j'aime ça, mais oui, il va falloir qu'on module nos attentes par rapport au dribble de Victor. Je crois pas qu'il va devenir un grand dribbleur juste par faute de logistique. Il est trop grand pour ça. Mais qu'est-ce qui va lui manquer pour être le leader de son équipe? Euh, Écoute, je sais pas. J'ai jamais entendu parler très très longtemps Victor Wembanyama, mais il devra mettre son équipe sur ses épaules et trouver des manières de gagner et de mettre ses Non, mais je coéquipiers parlais à du côté. dribble. Je parlais vraiment du Ah, dribble. seulement, Qu'est-ce qui ouais, pourrait oui. lui manquer dans le dribble? Ouais. Euh, Tu vois, est-ce qu'on peut espérer un développement à un dribble à la Kevin Durant, qui est pas aussi grand que non, Victor, je l'entends bien, non, mais qui est grand quand même et qui parvient à dribbler près du sol. Il y arrive. Il pose pas beaucoup de dribbles en soi, Kevin Durant, mais il y arrive quand même. ouais, puis il est capable de créer pour lui-même. Je crois que ce serait un peu utopique de croire ça. Je me suis déjà trompé, mais je dirais Kevin Durant, on parle d'un niveau d'agilité et de timing qui est absolument phénoménal. Kevin Durant a une agilité et un timing à 6-10 et demi qui est meilleur que celui de des guards à 6 et 2, 6 et 3. Donc, je ne sais pas si on peut mettre la barre là, mais je crois que apprendre à travailler à l'intérieur de ses limites, apprendre à savoir quand tuer son dribble, à savoir quand repérer ses coéquipiers lors de prise à deux, je crois que ça va maximiser un peu ses pochettes Hmm. d'opportunités, puis ça va en faire une arme qui va faire en sorte que les prises à deux vont être une ne seront pas une décision aussi facile pour les équipes adverses. FD, quelle arme est importante à développer pour lui au niveau du dribble là, avant d'arriver en NBA? Euh, sur quelle situation précise on peut se dire, tiens, s'il arrive à faire ça, ça va lui débloquer pas mal de situations. Je pense sur des situations où il reçoit la balle poste haut ou poste bas et il se met face à l'attaquant, enfin face au défenseur, pardon. Ça va être important pour lui surtout de pouvoir allier à la fois la qualité de dribble et l'utilisation de son épaule en fait, pour pouvoir se créer un espace additionnel. Séparation qu'il est capable déjà d'utiliser parce qu'il peut tirer au-dessus de n'importe qui, mais aussi parce qu'il peut l'ajouter à son répertoire de step back qu'il a déjà à mi-distance notamment. Ben, tu vois un truc à ajouter au niveau du répertoire, que ce soit face au cercle ou dos au cercle d'ailleurs? Non, j'ai juste peur de tomber un peu dans l'idéalisme, de me dire, ouais, il devrait ajouter ci, il devrait ajouter ça, il devrait ajouter ça. Je pense que le dribble, justement, il devrait apprendre un peu à gérer les situations de risque, dans le fond. Je crois que peut-être développer un dribble à la Kevin Durant, justement, c'est une question d'années, peut-être de 2, 3 ans, puis présentement, juste de Mmh. garder le ballon en sécurité. Puis FD l'a posé une bonne situation dans les situations au poste haut lorsqu'il est face à face, parce que au poste haut, lorsqu'il post-up, ça va, il est capable de s'en sortir, mais face à face, là, on parle ça devient des épreuves de force souvent avec des gars qui sont plus petits que lui qui a un centre de gravité plus bas, et là, ça devient plus difficile. Ouais. Mais alors à quel, grand un peu dribbleur on pourrait espérer, quelle comparaison on peut espérer au niveau du dribble?
Quelle Euh, évolution on peut espérer, que ce soit des joueurs passés ou actuels? je vais être nul ici et je vais être très anti-casting, je vais être très, très anti-Ben. Je ne vois pas de comparaison pour l'instant. Je crois que Victor Wembanyama est un prospect tellement unique que j'ai de la difficulté. Non, je parle pas de la comparaison sur le joueur global, évidemment. Je Ouais, parle vraiment mais du dribble, quoi. même, Je sais pas, je pense moi dans ma tête, j'ai des gens qui ont un peu développé leur dribble, type, Jaren Jackson, tu vois? Ce genre de gars, quoi. Jaren Jackson, c'est pas con. Jaren Jackson, c'est pas con. Je déteste pas la comparaison. Le fan des Knicks en moi, FD, tu en as? ouais, le fan des Knicks en moi a quelques situations en tête de Kristaps Porzingis pré-ACL, avant qu'il se fasse les croisés, où il était quand même beaucoup plus mobile et où il avait pu prendre quelques pick and roll à New York avec la balle en main. Le dribble était quand même très, très sketcho dans ce temps-là. Là. C'était très, très stiff, ouais, c'était très stiff, mais il arrivait à faire quelques enchaînements, crossover, Mmh. dribble dans le dos, step back. Absolument. Ouais, ce que Victor fait, hein, Ce que Victor fait déjà, je en pense. fait. Voilà. Oui, oui, absolument. Messieurs, je crois que nous avons terminé de parler de Victor, en tout cas de son dribble, c'était notre focus. On vous invite à écouter les épisodes précédents si vous voulez le portrait complet, en fait, sera fait avec la somme des épisodes. C'est l'heure de parler des autres, et oui, puisque ça s'appelle Victor et les autres. Parlons des autres. Alabama with a 13-point lead, working on this side. Miller for three. Les autres, c'est Brandon Miller, joueur d'Alabama. Alors, pourquoi c'est le buzz du moment? Parce que, il a fait des stats assez extraordinaires. Il shoot à peu près 40% à 3 points sur beaucoup de tentatives. Il est grand, il a un corps qui paraît tout à fait, viable, avec, les modèles qu'on a d'ailier NBA aujourd'hui. Maintenant, voilà, aujourd'hui, on va se demander s'il mérite un top 5, s'il mérite un top 10, très rapidement. Mais surtout, on va vous le présenter puisque c'est un des noms dont vous allez entendre parler si vous vous intéressez un peu à la draft et à ceux qui accompagneront, qui seront dans la green room avec, Victor Wembanyama, au mois de juin, lors de l'annonce de cette draft 2023. Ben, est-ce que tu peux me Oui, faire un rapide portrait de Brandon Miller? 100%. Brandon Miller est 6'9", donc c'est 2,6 m, 91 kg, 200 livres. Il vient du Tennessee. C'est le fils d'un ancien joueur de foot américain de Alabama, Darrell Miller. C'est pour ça qu'il a signé avec Alabama. Il est un peu plus vieux que la moyenne des freshmen, ce qui est quand même intéressant, qui a gardé à l'esprit. Il est de novembre 2002, il vient d'avoir 20 ans, donc il va avoir 21 ans à l'année prochaine, au début de la saison NBA. Fait que ça va peut-être Ouais. jouer sur son draft stock. Tu l'as bien présenté, un ailier qui a beaucoup impressionné depuis le début de l'année par sa capacité de tout faire un peu, c'est-à-dire de shooter premièrement à 3 points, d'attaquer le panier. Je sais pas, mais je sais même pas si au panier il shoot pour 50%, mais on en parlera plus tard. À défendre aussi, c'est un défenseur qui a des qualités quand même intéressantes. Moi, je suis pas 100% vendu, mais je comprends pourquoi les gens l'aiment. Je comprends pourquoi il fait tourner les têtes. Dans quel contexte évolue-t-il, FD, notre ami Brandon Miller? Quel est son rôle dans son équipe d'Alabama? Alors, Alabama, on est chez Nate Oates, qui est, voilà, c'est le Ouais. pronostic que j'ai depuis pas mal de temps, qui sera un jour coach en NBA. Voilà, c'est mon pari. J'aime beaucoup ce que fait Oui, Nate il Oates à il a Alabama. un style très NBA, quoi. C'est un style, voilà, très NBA, et du coup, on voit Brandon Miller dans des rôles vraiment variés. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est projetable dans un rôle en NBA. On le voit pour l'instant jouer poste 3, poste 4, en tout cas plutôt hors ballon Mmh. la plupart du temps, puisque Nate Oates, comme à peu près pour le coup, il est très dans le classicisme NCAA. Il a toujours un ou deux gardes upperclassmen qui prennent beaucoup de responsabilités balle en main. Cette année, c'est Mark Sears. Avant, c'était Shackelford, Quinn Early. Mais du coup, Brandon Miller a peu la balle, joue surtout hors ballon. On le voit sortir d'écran, on le voit le prendre des staggers, on le voit aussi poser des écrans, ça qui est intéressant
On le voit poser des écrans, puis sortir, puis flasher, ou prendre des cascades d'écran après lui-même avoir posé un écran. C'est intéressant la variété dans laquelle il est utilisé. Mais par contre, c'est là qu'on a les flashs, et je pense que c'est pour ça que Brandon Miller fait tourner autant de têtes, comme disait Ben. C'est qu'on le voit aussi prendre des pick and roll balle en main. Alors moins que les gardes qui ont beaucoup la balle, mais Brandon Miller prend quand même des écrans et même des Spain pick and roll, des écrans un peu plus complexes. Et on le voit faire des lectures avancées, ce qui est vraiment intéressant. Donc voilà, j'ai hâte de voir le reste de l'année, sachant que pour l'instant, s'il continue à tirer à 50% à 3 points, on risque de le voir beaucoup en sortie d'écran. Effectivement. FD, je commence par toi. Est-ce que tu peux me donner une impression de potentiel évidemment, on est au début de saison, donc on va pas prendre ça pour parole d'évangile, mais quand on entend des top 10, etc., est-ce que tu vois en lui, alors visiblement oui, un joueur NBA, oui, mais est-ce que tu vois en lui, voilà, un potentiel qui pourra évoluer avec la balle? Puisque pour être drafté dans le top 10, en gros, faut quand même être capable de porter le ballon et efficacement. Potentiel top 10, oui, sûrement. Si il nous montre au cours de l'année qu'il est capable de finir au cercle. Je pense que comme Ben le disait, pour l'instant, il est autour de 40% de finition au cercle, ce qui est trop peu pour l'imaginer vraiment dans ce rôle d'initiateur, d'initiateur de plus de 2 mètres, qui est forcément un rôle qui peut lui donner une note de top 10, quoi. Le tir, je pense, va descendre. J'ai du mal à le voir rester aussi. Mais je peux comprendre les gens qui le mettent 10. Je comprends l'enflammade des gens qui le mettent top 5. Pour l'instant, je pense que voilà, je le mettrai entre 7 et 10, en attendant de voir un petit peu plus en défense et en attendant de voir un petit peu plus en finition au cercle. Ok, donc c'est quand même assez haut. Ben, tu es d'accord? Tu penses que sa cote va descendre? Qu'est-ce que t'en dis? Je suis d'accord que sa cote va descendre. Je trouve que son tir est un peu bas pour sa grandeur. Tu sais, il n'y a pas une très grande élévation. Son point de lâcher est très bas. Et je trouve aussi que ses capacités d'initiateur, on en a fait un peu une montagne. Une espèce de tempête dans un verre d'eau, parce que oui, il fait des belles passes, oui, ça fonctionne, mais les passes qu'il fait, Brandon Miller, c'est très, très risqué. C'est-à-dire, quand il fait des entry passes, il fait ça dans le trafic. Quand il fait des bullet passes dans le coin, c'est des passes qui sont cross-court. Donc, c'est très risqué, puis ça passera pas en NBA. Donc, je veux dire, il y a un petit peu de poudre aux yeux présentement, je crois, avec la qualité de son jeu. Et comme disait FD, la finition aussi va jouer beaucoup, parce que chose intéressante, je suis pas un gars, tu sais, on parle souvent de la transition, je ris beaucoup des, des scouts qui disent: ah, ce joueur-là est excellent en transition, parce que les joueurs sont tous bons en transition à cet âge-là. Ils sont Bah oui. tous extrêmement rapides, extrêmement explosifs, et c'est quand même plus facile de scorer quand il n'y a personne de l'autre côté, là. Mais Brandon Miller score 1,57 points en transition, ce qui est quand même assez énorme, ce qui montre que la technique de finition n'est pas le problème, c'est la physicalité. C'est pas le meilleur athlète, c'est pas le gars le plus explosif, il n'y a pas le meilleur premier pas. Donc, il va falloir qu'il gagne du coffre, j'ai l'impression. On en parlait avant l'émission, mais son match contre North Carolina, si vous voulez voir un match qui expose un peu Brandon Miller, allez voir comment Leaky Black lui fait la peau pendant 48 minutes. Et vous allez comprendre un peu qu'il a besoin de gagner un peu de coffre, d'être capable de créer de la séparation pour lui-même, de gérer son propre espace, parce que pour l'instant, il n'y arrive pas du tout. Et c'est ce qui est à la racine de ses problèmes dans la finition. Donc, ouais, moi je pense qu'il peut-être loterie plus que top 10 pour l'instant. Pour moi, Brandon Miller, je serais plus à l'aise de le mettre 12, 13e. Il y a des ailiers dans cette draft-là que j'aime plus que lui pour l'instant. Très bien.
Est-ce qu'il y a quelque chose sur lui que vous n'avez pas dit et que vous voulez dire? De toute façon, on en fera un portrait plus détaillé de Brandon Miller dans nos portraits d'avant-draft, mais est-ce que vous voulez dire quelque chose maintenant? Non, je tiens juste à dire, ne regardez pas seulement le match contre UNC, parce que sinon vous n'allez pas comprendre pourquoi on a parlé pendant Ouais. 10 minutes de ce gars-là. Voilà, donc regardez Bien UNC sûr, et il et aura regardez aussi d'autres. oui, vas-y Ben. Samedi, Alabama joue contre Houston. Ça va être Brandon Miller contre mon petit chouchou cette année, Jarace Walker. Donc, ça va donner un bon étalon de mesure, savoir où il est face aux autres joueurs dans sa cuvée, là. Une belle opposition de freshmen et aussi de style de jeu entre une équipe de Houston qui est numéro 1 toujours et de NCAA et avec un gros prospect à l'intérieur, peut-être même plusieurs. Brandon Miller, c'était notre avis sur lui pour la deuxième partie de ce podcast Victor et les autres. La troisième partie, ça va se faire en anglais. Alors je vous dis merci Ben et FD. À la prochaine. Merci Alex. Merci Alex, à bientôt. À bientôt, on vous retrouve que ce soit sur envergure.co, que ce soit sur Twitch avec Hugues ou que ce soit dans les podcasts. Abonnez-vous, mettez-nous des notes, on vous adore. Tout de suite la troisième partie, c'est toujours Victor et les autres, mais cette fois c'est en English. Allez, on passe en anglais. I'm with Pascal Gibernet, French journalist, lived in New York for a long time, recently wrote the piece about Victor for Slam magazine. Bonsoir, Pascal. Bonsoir, Alexandre. What up? What up? How you doing? I'm good. And you? Thank you for having me on your show. And Always a pleasure. it's nothing. Yeah, it's always a pleasure. It's very funny to talk in English because obviously we're both French, but Definitely. Victor deserved it. So because Victor is special, I wanted to talk to you about this piece for Slam magazine and everything you did not have the space to write. Thanks. You spent one whole day with him and his crew, right? Yeah, I mean, between 9:30 and 3 p.m. All right. Not even a whole day, but long enough to have. It was quality time. Yeah, it was quality time. So you mentioned the English part. It was the oddity was Slam asked us to do the interview in English. Oh yeah. So yeah. But so it was quite. He speaks very well. He has a better accent than me. Yeah, he speaks very well. He has a better accent. He has a better accent than Tony Parker at the same age, and Tony Parker's dad is American. So. Yeah, we're gonna talk about the comparisons with Tony Parker in a few minutes. But first, my first question is: do you have about that day one moment that, according to you, would define the most his personality, Victor's personality? It's not easy because he has a lot of different side of him. He's a very funny guy. Very funny, very dry a little bit. He likes to trash talk gently, but it's not coming out of nowhere. I remember we went at one time, we had to, Kevin Coolio, who shot the story for Slam, wanted to board us to the basketball court at Champ de Mars. Yeah. You know, like to have the stereotypical view of the Tour Eiffel, the Eiffel Tower, on the back, and you had some basketball player there, and a very kind of odd crew, very raw, and but very very funny dudes. And then one of them wanted Victor to throw him a alley-oop pass for a dunk, and so Victor complied. So there was one try, two try, three, and then Victor is like looking at the guy, is like, but for real, you cannot really dunk, right? So
we should stop right now. You cannot really dunk. And most people who were out there everybody started laughing. And the guy was like, yes, I can, but obviously he couldn't. All this to say that he's himself. Yeah. He's not afraid to be himself. He's a very funny, very impressive 18 years old dude. I don't know. You always find yourself comparing how you were at the same age. Yeah. And this guy is this guy is a unicorn. He's like LeBron says, an alien. Mhm. Like, really, you talk to him, he gives you like very precise answer. And the thing is, he also hides a lot of his personality. Yeah, he knows what to He's show. really exactly. He's filtering what he's going to tell you. Sometimes he's about to. Yeah, for example, I ask him what kind of rappers do you listen? French rapper? Can you give me name, songs? And he was like, I prefer not to say. So it's like, it doesn't make any sense. But he's like this, you know? Yeah. I know. And He back wants in to the time, drop it. Pascal, Yeah, go ahead. you're always comparing yourself, but back in the time, you knew the young Tony Parker before he was drafted, Yeah, about that same age. yeah. Was he Yes. similar to Victor, or are they completely different personalities? The thing is, it's gonna be it's a little bit unfair because I really met Tony when he was 15. Yeah. Okay. And Tony at 15 was already very driven. Uh-huh. He knew what he wanted to do as Victor, but I think Victor has a clearer vision of how dominating he's going to be in the NBA. All right. At 18, while I think for Tony it was, and the thing is, and Victor is one of a kind. Tony, you had a lot of players in the US who were the same size, so it was more of a challenge to have a vision and know what he will be able to do. But they're both driven. They're both very, very driven. Tony was a killer already. Victor is the silent type. But you know, like what he said about Scoot before the game. Yeah. This He is really this is thinks. brutal. Yeah, he really thinks it. He's not. This He's not is making really brutal. Yeah. Yeah. I mean, I don't see Tony making that kind of statement at the same age. Yeah, obviously. Yeah, and then at 18, Tony was not dominating the French league. Yeah. Victor is dominating like we have never seen an 18 years old French player dominate the French league. He's special, right? This is really scary. Yeah. How much did you feel? Alain Weiss told me that. Oh, yeah. Go ahead. Go. Alain Weiss. No, I was saying that Alain Weiss told me that who used to be the French national coach, and he's now the GM of Levallois Metropolitans. Told me that he saw Dirk Nowitzki play at the same age. He saw Tony Parker play at the same age, and he's like, it's not even close. Yeah. Did you feel the special when you were talking to him specifically? Did he have does he have something very particular that even the feeling you had? Did you have the feeling talking about someone who's gonna be or who already is special? Yeah, he's very confident. He's very confident, and he's like, I mean, I asked him what kind of player do you want to be. He's like, and then straight up, he's like, the kind you have never seen. Like, what the hell? You know? And yeah, he's like, yeah, and then sometimes he opens some windows, you know, and I'm like, my mom is telling me, I ask him, what do you take after your mom? And he's like, my mom is eccentric, and I'm like, so you're telling me you're eccentric yourself? He's like, yeah, I'm eccentric. I mean, you watch me on the court, I mean, I'm trying stuff. I'm you know, I don't know what I'm gonna do. I feel the chemical flowing in my vein. I don't know what I'm gonna do, and I like that eccentricity.
So yeah, I was really I didn't expect him to be so funny, to be so confident, and then at the same time, very he has a very clear vision Yeah. of what he wants to achieve, and it's W- very we- impressive. Because what was interesting, you said the silent type, and we know, I mean, history has proven that most of the greatest players in the NBA were talkative, were leaders, like trash talkers on the court, and even out of the court. They had those big personalities, leaders working a lot, like MJ, Kobe, everyone. Sure. He doesn't seem to fit that. He doesn't seem to fit that model. I think he talks when he needs to. I think you don't see it, but I mean, what's happening right now with the Metropolitan is quite telling about what kind of leader he is. There you have there you have an 18 years old kid, and who's playing with professional who are a lot older than he is, and they recognize that he's very good, and they have to play for him. It's one thing to to recruit those guys, but you have to deliver them. And that guy is delivering. Like from the very first game, he played with those guys in Angers. Like I mean, you had two friendly game before, but then in Angers he went nuclear with like two. I don't remember 35, 30, 34, 30, 36 point game. When you do that, like it sets the tone. You don't even have to talk. Your plays are talking to Yeah, but maybe at one point, because obviously it will be very good, probably Yes. All-Star if everything goes well. But to be historically good, like more than Hall of Fame, like one of the greatest, because that's the ceiling when we talk about Victor. To be that kind of good, can you do it with this personality? That's what I'm asking. Yeah, definitely. You know, I mean, he has a. I'm talking silent, but he's cocky. He has that cockiness that you need to have to be great. You know, I remember I was asking him and how what he did in the US when he trained this summer, and if he was waiting to play to train, for example, with NBA player to kind of evaluate what he can do, and he was like, no, not really. I don't need that. I know what I can do. I don't need to evaluate. And then he paused for like 5 seconds. He's like, actually, this summer I trained with Tyrese Maxey and Miles Turner, and this is not coming out of nowhere. He knows what he's telling me that. And I'm like, so how did it go? And then he smiled, and he's like, I'm not the one to tell, but ask around and you will find out. And I asked around, and then he did very well. Have you asked to Tyrese Maxey or Miles Turner directly? I couldn't. I was not able to. I was not able to. But all I know is like those two guys follow him on Instagram. Mm-hmm. And they comment sometimes when he does something great on his post on Instagram. So that tells you that he got the respect. Yeah, they respect him. Yeah, that's true. And like a French dude, they didn't really know about him. They trained with him in Texas. And then the guy deliver. I think he earned their respect from the get-go that summer. Yeah, that tells a lot. So I'm not afraid. I know that. I mean, the trash talk Scoot Anderson 24 hours before the game. That's all you need to know. I mean, he can trash talk off or on the court. I think he's the one who's going to trash talk a little bit. He's got that in him. I'm not really worried. Pascal, you've
you've probably talked to a lot of people and had a lot of quotes you couldn't print. What Yes, very frustrating. can you tell us some stuff you didn't print but that impressed you and that are telling about who Victor is, his personality? I think I have two quotes. I like. I talk with. I interview with one of his agents, Buna Ndiaye, Yes. and Buna is like the focus this year was really to try to contain him and make him understand that he doesn't need to overdo it. And then it's like, because I found myself watching Asvel play last year, and I saw Victor. I'm talking as if Buna As is if you were talking. Buna, yeah. Yeah, and I see Victor is on the bench, and he's doing some squat on the bench. I'm like, what the hell? So I go see Victor, and I'm like, Victor, what can we do to make you understand that sometimes you need to hit the pause button? And Victor looked at him and he's like, you have to force me. So that one I like. And also, I interviewed Brian George. Brian George is as you know, the video coach for the French national team and also for Asvel. Yeah. And he coached Victor when he was playing for the under 15. Under 15? Under 17? Under no, under 15, under 15. Okay. And Victor at that time was 13. Yes. And he said that what was amazing is like he was the most mature player, even though he was 2 years younger. He was the one who was making everybody laugh. He was the what can I say? The one who was easing the transition between the adults and the child. And he was very, very impressive at that part of his personality. And it's like, and then he went to play a game for Barcelona, as you know, for the Adidas Next Generation tournament. And at that time, the belief was that Victor would play for Barcelona and then join the team. I mean, everybody was Nanterre. They were afraid that he was going to go to Barcelona. And then, so he goes there. They did well. I think they finished third. And then Brian is like, so I talked to Victor and I'm like, so Victor, how was it? I mean, you know, your games were on TV, a lot of attention. You flew there. You had like some pristine hotel. Must have been amazing, right? And then Brian is like, and then that kid is like 13, 14. And he literally floored me with his answer. He's like, I didn't like it. And then Brian is like, what do you mean you didn't like it? Well, even when I was playing like shit, people were telling me, oh, good job, Victor. And I hate that. I want people to bust my ass. I want to be coach. I don't want people to pat me in the back and say that I'm been playing well. Well, I know very well that I've played like shit. And then Brian is like, that kid is 14 and he's like, he's more mature than I am, and I am an adult, I have a family. So I think that tells you what kind of he's a Greg Popovich player, kind of character. Definitely. I think he's one of the few who could actually sustain the kind of abuse that Tony endured is earlier with Popovich, because Popovich is not like this anymore, you know. No, he doesn't coach like he used to. He wasn't like this with the other young player who came after Tony. But I think Victor could endure this, and he will love it. That's great. Pascal, when was the interview? During which month? September, October? Mid-September, around I think the 13th of September, on a Sunday. We had the photo shoot that day. What ever since, what has impressed you the most about Victor? The way he has taken what he did in Las Vegas was crazy. Yes, it was. And because the thing is with Victor, I mean, honestly, I mean, you when you're on the floor and you see him arrive. It's really a vision like you never had before.
and then you see him move, and you see him doing his move. It's a joy to watch. I hope you guys are going. It's really a joy to watch, and I'm glad that the arena is sold out for every game. That like Alain Weiss, the GM was telling me that friend that he has known for a long time, who he used to give free ticket before, and now the people in charge of Levallois have forbidden them to give free tickets. And Alain is like telling me, those people are mad at me. They're mad at me because I cannot give them free tickets anymore. And man. And I'm telling him, pay the price. It's the best show you can find in Paris right now. Yeah. Pay the fucking price. Yeah, those will be remembered. People, it's like we have never seen anything like this in France ever. And we won't be seeing it. One in a lifetime opportunity. So people, I don't know, like take your credit card, take a loan, whatever, and go there. Go there, enjoy it. Thank you very much, Pascal. Thank you for having me. Always a pleasure, Alexandre. Always a pleasure. Merci beaucoup. Thanks everyone for listening. Go to Envergure website for all the news, scouting reports. We talk about Victor. We talk about other prospects for the 2023 draft and even beyond. Merci à tous et allez sur envergure.co, allez nous voir sur Twitch, sur YouTube, sur toutes les plateformes que vous voulez. On vous embrasse, à bientôt.